Mon père a ignoré mon anniversaire, mais m'a réclamé 1 700 € pour envoyer ma sœur aux Seychelles. Un voyage auquel je n'étais pas invité. Face à son non glacial, j'ai décidé d'agir. Cet argent, je vais l'utiliser pour ma propre revanche. Je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans, et j'ai toujours été la personne responsable dans notre famille. 2 semaines après mon anniversaire, passé sans la moindre reconnaissance, mon père a appelé pour exiger 1 700 € pour le voyage de ma sœur aux Seychelles, mais je n'étais même pas invité. Quand j'ai remis en question cette absurdité, il a menacé de me couper complètement les ponts. J'ai répondu calmement, « Parfait, laissez-moi vous épargner cette peine. » Cette nuit-là, j'ai pris une décision à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée juste à l'extérieur de Paris, dans une vaste maison de maître avec des pelouses impeccables et un garage pour 3 voitures. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille française parfaite. Mon père, Richard, a monté son cabinet de conseil financier à partir de rien, le transformant en une puissance régionale. Ma mère, Diane, s'est consacrée à gravir les échelons de l'échelle sociale, rejoignant tous les comités exclusifs et conseils d'administration caritatifs de notre communauté. Et puis il y avait ma sœur cadette, Sophie, de 4 ans, ma Benjamine, et l'enfant préféré incontesté dès sa naissance. J'ai appris très tôt que l'amour dans notre foyer était conditionnel. Mon père mesurait la valeur par la réussite et le succès financier. Ma mère valorisait l'apparence et les relations sociales. Ni l'un ni l'autre ne semblait particulièrement intéressé par les liens affectifs, surtout avec leur premier-né, qui ne correspondait jamais tout à fait à leur moule. En tant qu'aîné, je me suis jeté dans les études, ramenant à la maison des bulletins de notes parfaits et des prix prestigieux, espérant que chaque accomplissement attirerait enfin leur attention. « C'est ce qu'on attend de toi, Amélie », disait mon père, sans lever les yeux de son journal. Pendant ce temps, Sophie ramenait un 11 sur 20 et recevait une pluie d'éloges pour avoir fait de son mieux. Les disparités étaient impossibles à ignorer. Pour son 16e anniversaire, Sophie a reçu un cabriolet BMW flambant neuf, avec un énorme ruban rouge dans l'allée et un photographe professionnel pour immortaliser le moment pour les réseaux sociaux de ma mère. Mon 16e anniversaire, la même année, m'a valu une carte avec 50 € et un rappel que je devrais économiser pour l'université. Tu comprends mieux l'argent que ta sœur, m'a expliqué ma mère quand j'ai finalement trouvé le courage de demander pourquoi. Tu es la personne pratique. Sophie est plus délicate. Malgré ce favoritisme constant, j'ai excellé. J'ai été diplômé avec mention très bien de HEC Paris avec une double spécialisation en marketing et en administration des affaires. J'ai décroché un poste convoité dans une grande agence de marketing lyonnaise dès la sortie de l'université et j'ai gravi les échelons à la force de ma détermination. À 30 ans, je dirigeais ma propre équipe et gérais des comptes de plusieurs millions d'euros. Déménager à Lyon avait été mon premier véritable acte d'indépendance vis-à-vis de ma famille. 450 km de distance m'ont donné l'espace pour respirer et construire une vie qui n'était pas définie par leur approbation. J'ai trouvé un bel appartement avec vue sur le Rhône, me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais offrir, et j'ai même eu quelques rendez-vous, bien que rien de sérieux n'ait abouti. Pourtant, je maintenais le contact avec ma famille, appelant chaque semaine, leur rendant visite pour les grandes fêtes, envoyant des cadeaux attentionnés. Une part têtue de moi désirait encore leur approbation, croyait encore que si j'essayais assez fort, ils finiraient peut-être par me voir. Mon amie Chloé secouait la tête lors de nos soirées vin quand je vérifiais mon téléphone à plusieurs reprises pour des messages de ma mère ou de ma sœur. « Il ne te mérite pas, Amélie », disait-elle en remplissant mon verre. « La famille que tu choisis est plus importante que celle dans laquelle tu es né. » Je souriais et hochais la tête, mais au fond, je n'étais pas prête à accepter cette vérité. Les liens du sang sont plus forts que tout, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous apprend depuis l'enfance. Cette année, mon 34e anniversaire est tombé un mardi. J'ai pris un jour de congé, m'offrant un massage et un déjeuner chic. Mon téléphone est resté désespérément silencieux toute la journée, sans aucun appel ni message de ma famille. Mes amis se sont bien sûr mobilisés. Chloé a organisé un dîner surprise avec notre groupe d'amis, avec champagne et un gâteau au chocolat décadent. Mon collègue Jacques a envoyé des fleurs à mon appartement. Ma voisine, Madame Pelletier, a même laissé des biscuits faits maison à ma porte. Mais rien de mes parents ou de Sophie. Je me suis dit de ne pas m'en soucier. J'étais une femme adulte, pour l'amour du ciel, pas une enfant attendant des vœux d'anniversaire. Pourtant, alors que je soufflais les bougies de mon gâteau ce soir-là, entouré d'amis devenus ma famille de cœur,
je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide dans ma poitrine. Peut-être qu'ils ont oublié, ai-je dit à Chloé alors qu'elle m'aidait à ranger après la fête. Tous les trois. Simultanément. Alors que ton anniversaire n'a pas changé depuis 34 ans? Chloé a haussé un sourcil. Ils sont occupés. L'entreprise de papa s'étend sur la Côte d'Azur. Maman prépare ce gala de charité et Sophie vient de commencer son nouveau travail dans cette galerie d'art branché. Chloé m'a juste regardé. Son expression était un mélange de sympathie et de frustration. Tu leur trouves toujours des excuses. C'est ma famille, ai-je dit faiblement. Non, a répondu fermement Chloé. Ce sont tes parents. Il y a une différence. J'ai changé de sujet, mais ces mots sont restés. Pourtant, j'ai refoulé mes sentiments de blessure et j'ai continué, me plongeant dans le travail pendant les 2 semaines suivantes, déterminé à ne pas m'attarder sur une nouvelle déception de la part des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Je ne savais pas que le prochain appel de mon père serait le catalyseur qui allait tout changer. Le mardi, exactement 2 semaines après mon anniversaire ignoré, a commencé comme n'importe quel autre jour de travail. Je suis arrivé à mon bureau du centre-ville à 7h30, j'ai pris un café au lait dans le hall de notre immeuble et je me suis installé pour revoir la présentation finale pour un client majeur dans le secteur des vêtements de sport que nous devions convaincre cet après-midi-là. La matinée s'est écoulée dans un brouillard productif. À midi, je me sentais confiante quant à notre présentation et j'ai décidé de prendre une pause déjeuner rapide à mon bureau, déballant le sandwich que j'avais acheté le matin. C'est alors que mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant, le nom de mon père clignotant sur l'écran. Mon cœur a fait un bond étrange. Papa m'appelait rarement directement. Habituellement, les nouvelles de la famille passaient par ma mère ou occasionnellement par Sophie. Pendant un instant fugace, je me suis demandé s'il appelait peut-être pour mon anniversaire, se souvenant tardivement de la fille qu'il avait oubliée 2 semaines plus tôt. J'ai avalé ma bouchée de sandwich et j'ai répondu « Salut papa ». Amélie, sa voix était brusque, professionnelle, sans chaleur, sans salutation, juste mon nom énoncé comme un fait. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé immédiatement, supposant que quelque chose devait être grave pour qu'il appelle à l'improviste. « Tout va bien » a-t-il répondu. « Écoute, j'appelle au sujet de l'anniversaire de Sophie le mois prochain. L'anniversaire de ma sœur. Bien sûr, j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas espérer qu'il appelle pour le mien. Nous avons décidé de faire quelque chose de spécial cette année, a-t-il poursuivi sans pause. On l'emmène aux Seychelles pour une semaine dans ce nouveau complexe exclusif qui vient d'ouvrir. Un nom comme ça. Tous ses amis y vont. Ça va être un sacré événement. Ça a l'air sympa, ai-je dit prudemment, me demandant pourquoi il me racontait ça. Devais-je envoyer un cadeau, aider à l'organisation? La réponse est venue rapidement et de manière inattendue. Ton billet est déjà réservé. Le tien aussi. Tu as juste besoin d'envoyer tes 1700 € aujourd'hui. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. 1700 €, pourquoi exactement? Pour ta part du voyage, évidemment, a dit mon père, son ton suggérant que je faisais exprès d'être stupide. Mon esprit s'est emballé, essayant de traiter cette information. Attends, suis-je invité au voyage d'anniversaire de Sophie? Le silence à l'autre bout du fil a duré juste un instant de trop avant que la voix de mon père ne revienne, tendue par une colère à peine contenue. Non, tu n'es pas invité. Mais tu dois contribuer aux frais. Ta sœur a beaucoup d'amis qu'elle veut t'emmener et tu sais comment sont ces complexes exclusifs. Il y a une exigence de réservation minimum. Je suis resté parfaitement immobile, mon sandwich oublié, alors que toute l'implication de ces paroles s'imposait à moi. Mon propre père m'appelait pour exiger 1700 € pour un voyage auquel je n'étais même pas invité. Pas un don, pas un cadeau pour ma sœur, mais le paiement pour la place de quelqu'un d'autre dans ses vacances somptueuses. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Tu veux que je paie 1700 € pour un voyage aux Seychelles auquel je ne participe pas et où je n'ai pas été invité? Ne sois pas difficile, Amélie, a-t-il lancé sèchement. C'est toi qui as le super poste en marketing à Lyon. Ta sœur est encore en train de se faire une place dans le monde de l'art. Elle ne peut pas se permettre d'emmener tous ses amis et ta mère et moi couvrons déjà la plupart des dépenses. Papa, j'ai eu du mal à trouver des mots qui n'étaient pas ouvertement conflictuels. Ça ne semble pas raisonnable. Pourquoi paierais-je pour qu'un étranger parte en vacances? Sa voix est devenue froide. Parce que tu es de la famille. Et la famille se soutient. J'ai besoin de cet argent aujourd'hui, Amélie.
Le paiement final est dû. Je ne peux pas simplement virer 1700 € aujourd'hui, ai-je protesté. J'ai mes propres dépenses, ma propre vie. Quelles dépenses? Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas marié. À quoi pourrais-tu bien dépenser ton argent qui soit plus important que de soutenir ta sœur? Le mépris dans sa voix était palpable. Quelque chose en moi a basculé alors, une plaque tectonique d'émotions se brisant soudainement après des années de pression. Non, ai-je dit simplement. Qu'est-ce que tu as dit? Sa voix a baissé dangereusement. J'ai dit non. Je n'enverrai pas d'argent pour un voyage dont je ne fais pas partie. Écoute-moi très attentivement. Sa voix était maintenant une rage à peine contrôlée. Si tu ne vires pas cet argent aujourd'hui, je jure devant Dieu que tu n'attendras plus jamais un autre appel de cette famille. Tu as toujours été égoïste, Amélie. Toujours à penser à toi d'abord. C'est ta chance de prouver que tu fais réellement partie de cette famille. À cet instant, avec ces mots suspendus dans l'air entre nous, tout est devenu limpide. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la famille. C'était du chantage affectif. Parfait, ai-je répondu, ma voix étrangement calme. Laissez-moi vous épargner cette peine. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il exigé. Mais je pouvais entendre l'incertitude s'insinuer dans son ton. Je ne lui avais jamais tenu tête. Jamais. Ça veut dire au revoir, papa. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assise, immobile, à mon bureau. Mon déjeuner oublié, mes mains tremblant légèrement. Avais-je vraiment fait ça? Avais-je enfin tenu tête à mon père après 34 ans à essayer de gagner son approbation? Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Son nom clignotait sur l'écran. J'ai refusé l'appel. Il a sonné encore. Et encore. Je l'ai mis en silencieux et l'ai retourné face contre mon bureau. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans un flou. J'ai fait la présentation aux clients en pilote automatique, réussissant somehow à être efficace malgré l'ouragan émotionnel qui se préparait en moi. Mon équipe était ravie lorsque nous avons décroché le contrat, mais j'ai à peine enregistré leur excitation, hochant la tête et souriant mécaniquement alors qu'ils discutaient des plans de célébration. Ce soir-là, j'ai appelé Chloé et lui ai demandé si elle pouvait passer. J'avais besoin de dire à quelqu'un ce qui s'était passé, de m'assurer que je n'avais pas imaginé toute cette interaction bizarre. Il a dit quoi? S'est exclamé Chloé, renversant presque son vin quand j'ai raconté l'appel. 1700 € pour les vacances de quelqu'un d'autre, il est fou ou quoi? Apparemment, ai-je dit, me sentant encore étrangement détaché de la situation. Et la menace de te couper les ponts si tu ne payais pas, c'est de l'abus émotionnel pur et simple, Amélie. Je sais. Et je le savais, avec une clarté qui m'avait échappé pendant des années. Je pense que c'est tout, Chloé. Je crois que j'ai enfin fini d'essayer de gagner leur approbation. Chloé a tendu la main par-dessus le comptoir de ma cuisine et m'a serré la main. Il était temps. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé mon téléphone, qui avait vibré périodiquement avec des appels et des messages de mon père et de ma mère toute la soirée. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Après le départ de Chloé cette nuit-là, je suis resté assis seul dans mon appartement assombri, les lumières de la ville de Lyon scintillant à travers mes fenêtres alors que je contemplais l'ampleur de ce qui venait de se produire. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non aux exigences de ma famille. Plus que ça, j'avais raccroché au nez de mon père, quelque chose qui aurait été impensable 24 heures plus tôt. Mon esprit a dérivé à travers des années d'incidents similaires, des moments où j'avais été traité comme rien de plus qu'un distributeur de billets pratiques ou un soutien émotionnel pour ma sœur. Il y a eu la fois où Sophie a accidenté sa BMW 6 mois après l'avoir eue, et où l'on s'attendait soudainement à ce que je lui prête 4000 € pour les réparations parce qu'elle ne pouvait pas le dire à nos parents. L'argent n'a jamais été remboursé, et quand j'ai délicatement abordé le sujet des mois plus tard, elle a agi comme si elle était blessée que je mette un prix sur l'aide à la famille. Il y a eu ma mère qui a appelé la veille de Noël dernier, demandant si je pouvais, comme une biche, commander un cadeau de dernière minute pour mon père parce qu'elle avait oublié et que tous les magasins étaient fermés. Les clubs de golf à 700 € sont arrivés le lendemain avec le nom de ma mère sur l'étiquette cadeau, tandis que mon livre sur l'histoire de l'architecture, soigneusement choisi pour mon père, a été à peine reconnu. Et maintenant, cette demande de 1700 € pour un voyage auquel je n'étais même pas invité. Le schéma était soudain si évident, si flagrant, que je me suis demandé comment j'avais pu le manquer pendant tant d'années. Je n'étais pas de la famille pour eux. J'étais une ressource à exploiter quand c'était pratique,
une pensée après coup, la personne responsable qui dirait toujours oui parce que je voulais désespérément appartenir. Eh bien, plus maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher dans mes dossiers financiers. Au fil des ans, j'avais maintenu plusieurs liens avec ma famille qui me semblaient maintenant des vulnérabilités. J'étais toujours répertorié comme contact d'urgence sur tous leurs comptes. Mon père m'avait ajouté comme signataire sur l'un de ses comptes professionnels il y a des années, lorsqu'il avait été brièvement hospitalisé, juste au cas où quelque chose arriverait. J'étais toujours nommé comme bénéficiaire sur plusieurs polices d'assurance familiale et comptes d'investissement. Tous ces liens me semblaient soudainement des chaînes me liant à des gens qui ne me valorisaient pas vraiment comme une fille ou une sœur, mais plutôt comme un filet de sécurité, un plan de secours, une source de soutien fiable sans l'inconvénient de la réciprocité. J'ai fait une liste de chaque lien qui devait être rompu. Quand j'ai terminé, il était près de 2 heures du matin, mais au lieu de me sentir épuisé, je me sentais énergisé, puissante. Pour une fois, je prenais le contrôle de mon propre récit. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois depuis des années. J'avais des affaires importantes à régler. Mon premier appel a été pour mon avocate, Marguerite, qui m'avait aidé avec mon testament et d'autres questions juridiques depuis mon déménagement à Lyon. Je dois faire des changements importants, lui ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés à son bureau du centre-ville. Je veux retirer tous les membres de ma famille de mon testament et d'autres documents légaux. Marguerite a haussé les sourcils, mais a hoché la tête sans jugement. Nous pouvons certainement faire ça. Qui aimeriez-vous nommer à la place? J'y avais beaucoup réfléchi la nuit précédente. Je veux créer une fiducie. La moitié de mon patrimoine ira à une sélection de mes amis proches que je vous listerai. L'autre moitié sera donnée à des œuvres de charité soutenant les enfants issus de foyers émotionnellement abusifs. Marguerite a hoché la tête, prenant des notes. Et pour votre mandataire en matière de santé et votre procuration? Chloé Williams, ai-je dit sans hésitation. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. À la mi-journée, j'avais démissionné de mon poste de signataire sur le compte professionnel de mon père, me suis retiré comme contact d'urgence sur toutes les polices d'assurance familiale et j'ai créé un nouveau testament qui reflétait mes valeurs réelles plutôt que des obligations familiales dépassées. Ensuite, j'ai contacté ma banque et ma société d'investissement pour m'assurer que personne de ma famille ne pourrait accéder à aucun de mes comptes, même en cas d'urgence. J'ai changé tous mes mots de passe, questions de sécurité et informations de contact, supprimant systématiquement toutes les voies qu'ils pourraient utiliser pour me manipuler financièrement à l'avenir. Pendant que je parcourais ma liste, mon téléphone continuait de vibrer avec des messages et des appels de ma famille. Je n'ai lu ni écouté aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai bloqué leurs numéros un par un. S'ils voulaient me joindre maintenant, ils devraient y travailler. Cet après-midi-là, je me suis connecté à mes comptes de réseaux sociaux et j'ai partagé une publication réfléchie sur les relations familiales toxiques et l'importance de fixer des limites. Je n'ai pas nommé de nom ni partagé de détails spécifiques, mais quiconque me connaissait bien comprendrait la signification. J'ai ensuite ajusté mes paramètres de confidentialité pour empêcher ma famille de voir mes publications ou de me contacter via ces plateformes. L'étape finale était peut-être la plus symbolique. J'ai pris les 1 700 € que j'aurais envoyés à mon père et les ai transférés sur un nouveau compte d'épargne que j'ai appelé Fonds pour la liberté. Ce serait le début d'un fonds pour un voyage solo vraiment spécial, un voyage où je célébrerai mon indépendance plutôt que de continuer à financer ma propre exclusion. Après quelques recherches, j'ai réservé un voyage de 10 jours en Corse, prévu pour la même semaine que l'extravagance de Sophie aux Seychelles. Pendant qu'il serait entouré par le luxe artificiel d'un complexe où il ne me voulait même pas, je découvrirai la beauté authentique et la richesse spirituelle d'une île connue pour la guérison et la découverte de soi. En confirmant ma réservation, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en relation avec ma famille depuis très longtemps. La paix. Pas de colère, pas de blessure, pas de désir désespéré d'approbation, mais simplement la paix. J'avais enfin cessé de jouer à un jeu truqué que je ne pouvais jamais gagner. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le premier signe que ma famille avait découvert qu'ils étaient bloqués est venu le lendemain même. J'étais de retour au travail, concentré sur la mise en œuvre de la stratégie pour notre nouveau client, lorsque le téléphone de mon bureau a sonné. Mon entreprise affichait ma ligne directe sur notre site web, ce qui permettait à quiconque de contourner mon portable s'il était assez déterminé. Amélie Durand à l'appareil, ai-je répondu professionnellement. Amélie. Dieu merci. Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? La voix de ma mère était stridente de panique.
Je travaille, maman. De quoi as-tu besoin? J'ai gardé mon ton neutre, professionnel, comme si je parlais à un client exigeant plutôt qu'à ma mère. Ton père est absolument hors de lui. Qu'est-ce que tu lui as dit hier? Il est rentré dans un état, et puis quand nous avons essayé de te rappeler, ça tombait directement sur la messagerie vocale. Est-ce que tu nous ignores délibérément? Je ne suis pas intéressé à discuter de la demande d'argent de papa pour un voyage auquel je n'ai pas été invité, ai-je répondu calmement. Oh, chérie, tu as mal compris, a dit ma mère, sa voix passant au ton cajoleur qu'elle utilisait pour aplanir les conflits familiaux. Bien sûr que tu es la bienvenue aux Seychelles. Ton père a juste supposé que tu serais trop occupé avec le travail pour prendre le temps. J'ai failli rire de ce mensonge transparent. Ce n'est pas ce qu'il a dit et tu le sais. Je dois y aller, maman. J'ai une réunion. Attends, et l'argent? Ton père dit que le paiement final est dû aujourd'hui. Je ne contribuerai pas, ma voix était ferme. Mais Amélie, c'est l'anniversaire spécial de ta sœur. Tu ne t'en soucies pas du tout? Au revoir, maman. J'ai raccroché. Tout au long de la journée, les tentatives pour me contacter se sont intensifiées. Ma sœur a envoyé un barrage de messages à mon email professionnel puisqu'elle ne pouvait pas joindre mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa est furieux. Maman pleure. Tu es contente maintenant? Pourquoi es-tu si égoïste à propos de mon anniversaire? Réponds à ton téléphone. Sérieusement? C'est quoi ton problème? Je n'ai répondu à aucun d'eux, me concentrant plutôt sur mon travail et l'étrange sentiment de légèreté que je ressentais en me libérant enfin de leur manipulation. Le soir, ils étaient passés à contacter mes amis. Chloé a appelé en riant pour me dire que ma mère l'avait contacté sur Facebook pour lui demander de me raisonner. Je lui ai dit que je soutenais entièrement ta décision de cesser d'être leur banque personnelle, a dit Chloé. Ça ne lui a pas beaucoup plu. Même l'associé de mon père, Michel, que je n'avais rencontré qu'une poignée de fois lors d'événements d'entreprise, a appelé mon bureau. Ton père m'a demandé de te contacter, a-t-il dit maladroitement. Il semble penser que tu fais une sorte de dépression. Je vais parfaitement bien, Michel, l'ai-je rassuré. C'est une affaire de famille privée, mais j'apprécie votre inquiétude. La vague suivante est venue de la famille élargie. Ma tante Suzanne, la sœur de mon père, a laissé un message vocal. Amélie, qu'est-ce que tu as fait à ton père? Il m'a appelé 3 fois aujourd'hui. Absolument furieux à propos de quelque chose. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ma cousine Jennifer a envoyé un texto. Hey, question bizarre. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et l'oncle Richard? Ma mère vient de recevoir un appel super étrange de lui demandant si elle avait eu de tes nouvelles. J'ai envoyé de brèves réponses polies aux membres de la famille élargie auxquels je tenais vraiment, disant simplement que je prenais un peu de distance avec ma famille immédiate pour des raisons personnelles et que j'allais bien. Puis sont arrivées les notifications légales. 3 jours après notre appel téléphonique, mon père aurait reçu une notification officielle que je m'étais retiré comme signataire de son compte professionnel. 5 jours après, mes parents auraient reçu des documents mis à jour montrant mon retrait en tant que bénéficiaire de leur police d'assurance vie. Un week-end plus tard, ils auraient reçu la confirmation que je n'étais plus répertorié comme leur contact d'urgence sur aucun compte. Chacun de ces changements représentait un autre lien rompu, un autre pas vers une véritable indépendance, et clairement, ils commençaient à paniquer. Le 10e jour après ma décision, les messages ont pris une tournure plus sombre. Ma mère a laissé un message vocal tremblant sur ma ligne de bureau. Amélie, s'il te plaît. Ton père fait une sorte de dépression à cause de ce que tu as fait. Il ne dort pas, ne mange pas. Il parle de prendre l'avion pour Lyon. S'il te plaît, rappelle-nous. Nous sommes inquiets pour toi et ton père ne va pas bien. Les textos de ma sœur sont passés de la colère au désespoir. Je me fiche de ce stupide voyage maintenant. Papa me fait peur. Il n'agit pas comme d'habitude. Quoi que tu aies fait, s'il te plaît, annule-le. Mon anniversaire est gâché de toute façon. Personne n'en parle même plus parce que tout le monde est si inquiet pour toi et papa. Je suis resté ferme dans mon silence, bien que chaque message tirait sur toute une vie de conditionnement qui m'avait appris à mettre les émotions de ma famille avant les miennes. Pourtant, en faisant mes valises pour mon prochain voyage en Corse, je me sentais de plus en plus certaine que je faisais enfin ce que j'aurais dû faire des années auparavant, me protéger de personnes qui ne m'avaient jamais protégé. La nuit avant mon vol,
j'ai reçu peut-être le message le plus révélateur de tous. Ma mère, clairement à bout de nerfs, a laissé un message vocal en sanglotant. Nous avions tort. D'accord? Annule juste ce que tu as fait. Ton père ne veut pas me dire exactement ce qui se passe, mais c'est quelque chose à voir avec les comptes de l'entreprise et les polices d'assurance. Ces 3 derniers mots, nous avons besoin de toi. Ces 3 derniers mots ont tout confirmé. Pas nous t'aimons ou tu nous manques ou nous sommes désolés, mais nous avons besoin de toi. Même dans leur désespoir, ils ne pouvaient me voir que comme une ressource à utiliser. Le lendemain matin, je suis monté à bord de mon vol pour la Corse, j'ai éteint mon téléphone et j'ai laissé le chaos familial derrière moi. Pendant les 10 jours suivants, je me concentrerai uniquement sur ma propre guérison, ma propre joie, ma propre vie. Ils avaient clairement indiqué pendant des années que mon anniversaire ne valait pas la peine d'être reconnu. Maintenant, je leur montrerai que mon absence était impossible à ignorer. Je suis revenu de Corse transformé. 10 jours de yoga sur la plage, de méditation dans des temples anciens et de conversations avec des voyageurs du monde entier m'avaient donné une perspective que je n'avais jamais eue auparavant. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement en paix avec qui j'étais, sans le besoin désespéré de validation de personnes qui n'avaient jamais été capables de la donner. Ma peau était hâlée, mon esprit était clair, et mon cœur se sentait étrangement entier malgré les liens familiaux que j'avais brisés. J'ai pris un jour supplémentaire à la maison avant de retourner au travail, me prélassant dans le calme de mon appartement et la liberté de savoir que j'avais enfin fixé des limites qui honoraient ma valeur. Cette paix a été brisée le 2e jour de mon retour à Lyon par un coup inattendu à ma porte. Je n'attendais aucun colis ni visiteur. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est noué, dans mon couloir se tenaient ma mère et ma sœur, l'air hagard et déterminé. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison. Mais je savais que cette confrontation était inévitable, et peut-être valait-il mieux la voir sur mon propre terrain, où je pourrais leur demander de partir si nécessaire. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. C'est une surprise. Tu ne nous as pas laissé le choix, a dit ma mère, la voix tendue. Tu as bloqué nos appels, nos messages, tout. On peut entrer, s'il te plaît, a demandé Sophie, l'air mal à l'aise dans le couloir. On a fait tout ce chemin contre mon meilleur jugement, je me suis écarté pour les laisser entrer. Elles ont regardé mon appartement avec une curiosité évidente. Aucune d'elles ne m'avait rendu visite à Lyon auparavant, bien que j'y habite depuis près de 10 ans. Bel endroit, a commenté Sophie, admirant la vue sur le Rhône depuis mes fenêtres. Merci. Je suis resté debout, sans faire aucun geste pour leur offrir des rafraîchissements ou pour m'asseoir. Ce n'était pas une visite de courtoisie, et je n'allais pas faire semblant. Amélie, a commencé ma mère, sa voix prenant le ton raisonnable et légèrement condescendant qu'elle utilisait pour gérer les situations difficiles. Ça a assez duré. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait passer. Maintenant, il est temps de réparer le désordre que tu as créé. Quel désordre, ai-je demandé calmement. Ne joue pas l'idiote, a lancé Sophie, son malaise initial laissant place à l'irritation. Tu sais exactement ce que tu as fait. Papa s'effondre. La banque l'a appelé au sujet des changements sur ses comptes. La compagnie d'assurance a envoyé tous ses documents. Il pense que son entreprise est en danger d'une manière ou d'une autre. Rien de ce que j'ai fait n'affecte son entreprise, ai-je clarifié. Je me suis simplement retiré de ses comptes et de ses polices. Il a tout à fait le droit de me remplacer par quelqu'un d'autre comme signataire ou bénéficiaire. Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille, a exigé ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La question était si absurde, si complètement détachée de la réalité que j'ai ri. Qu'avez-vous fait pour moi exactement, maman? Oublier mon anniversaire, exiger de l'argent pour un voyage auquel je n'étais pas invité, favoriser constamment Sophie toute ma vie? Ce n'est pas juste, a protesté Sophie, bien que ses yeux aient fui les miens. Vraiment, ai-je demandé. Soyons honnêtes pour une fois. Pourquoi papa était-il vraiment si contrarié que je n'envoie pas l'argent? À quoi servaient réellement ces 1700 €? Ma mère et ma sœur ont échangé un regard qui a confirmé mes soupçons avant même qu'elles ne parlent. Papa avait promis à mes amis un voyage gratuit, a finalement admis Sophie, s'affaissant sur mon canapé sans y être invité. 6 d'entre eux. Il leur a dit de ne pas s'inquiéter du coup, que tout serait couvert. Mais il ne pouvait pas vraiment se le permettre, ai-je deviné. Alors il a décidé que je couvrirais les frais à sa place, sans même être invité moi-même.
Il allait t'inviter finalement, a dit ma mère faiblement. Une fois le paiement réglé. Non, il n'allait pas le faire, ai-je déclaré catégoriquement. Et nous le savons tous. J'étais assez bonne pour aider à payer, mais pas assez bonne pour être incluse. Ça a été la dynamique toute ma vie. Tu es dramatique, a soupiré ma mère. Tu as toujours été la responsable, celle sur qui nous pouvions compter. Sophie a besoin de plus de soutien. J'ai 30 ans, maman, a interjeté Sophie, mal à l'aise. Tu n'as pas besoin de parler de moi comme si j'étais encore une enfant. Vous me voyez comme un chéquier, pas comme une fille, ai-je continué, ignorant l'interruption. Papa l'a rendu abondamment clair avec son ultimatum. Il était juste en colère, a insisté ma mère. Tu sais comment il est. Il ne le pensait pas, il le pensait. Et moi aussi quand j'ai dit que c'était fini. Le visage de ma mère s'est légèrement décomposé. Une rare démonstration d'émotion sincère. Amélie, s'il te plaît. Ton père ne va pas bien. Quoi que tu aies fait avec tous ces comptes et documents, ça a déclenché quelque chose en lui. Il est convaincu que son entreprise est en quelque sorte compromise. Il parle de théorie du complot sur ses associés qui essaient de le pousser dehors. Il ne dort pas, mange à peine. Cela ressemble à un problème de santé mentale, ai-je dit prudemment. Un problème qui n'a rien à voir avec le fait que je me suis retiré comme contact d'urgence ou signataire de compte. Ces changements m'affectent moi, pas lui. Mais c'est le timing, a insisté Sophie, juste après votre dispute à propos de l'argent. Il pense que tout est lié, que tu essaies de le ruiner d'une manière ou d'une autre. J'ai secoué la tête, sincèrement confuse par cette réaction paranoïaque. Ça n'a aucun sens. Rien de tout cela n'a de sens, s'est exclamée ma mère, y compris le fait que tu nous aies soudainement coupé les ponts sans avertissement. Sans avertissement, ai-je répété, incrédule. J'essaie de faire partie de cette famille depuis 34 ans. J'ai été patiente, compréhensive, généreuse. J'ai trouvé des excuses pour vous tous, pour les anniversaires oubliés, les comparaisons constantes, la manipulation émotionnelle. L'appel de papa a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pas la première offense. La pièce est tombée dans le silence alors que mes mots flottaient dans l'air. Pour la première fois peut-être, j'ai vu l'incertitude traverser le visage de ma mère, comme si elle m'entendait vraiment. Nous t'avons toujours vue comme la forte, a-t-elle finalement dit doucement. Celle qui n'avait pas autant besoin de nous. Tout le monde a besoin de sa famille, maman, ai-je répondu, ressentant une profonde tristesse sous ma résolution. J'ai juste finalement accepté que je n'en ai pas vraiment une, pas de la manière qui compte. Sophie fixait le sol, inhabituellement silencieuse. Quand elle a levé les yeux, j'ai été surprise de voir des larmes dans ses yeux. J'ai toujours su que ce n'était pas juste, a-t-elle admis d'une petite voix. La façon dont il nous traitait différemment. Je me suis senti coupable à ce sujet pendant des années, mais c'était plus facile d'accepter le favoritisme que de le contester. Ma mère a semblé choquée par cette trahison de sa fille préférée. Sophie, ce n'est pas vrai. Nous vous aimons toutes les deux également. Non, ce n'est pas vrai, a répondu Sophie avec une fermeté surprenante. Et nous le savons tous. C'est pourquoi papa a pensé qu'il pouvait exiger de l'argent d'Amélie sans même l'inviter au voyage, parce qu'elle n'a jamais été traitée comme un membre à part entière de cette famille. L'honnêteté brute de ses aveux m'a stupéfié. Durant toutes nos années, Sophie n'avait jamais reconnu la disparité de notre traitement. Ton père t'aime, Amélie, a insisté ma mère, bien que sa voix manque de conviction. Il n'est juste pas doué pour le montrer. S'il te plaît, tu dois arranger les choses avec lui. Appelle-le, dis-lui que tu n'essaies pas de nuire à son entreprise, que ces changements de compte étaient juste, je ne sais pas, une erreur ou quelque chose. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit fermement. C'était une limite, et je ne ferai pas semblant du contraire pour apaiser la paranoïa infondée de papa. Tu ne comprends pas, a dit ma mère, sa voix baissant presque à un murmure. Il se passe plus de choses avec ton père que tu ne le sais. Les choses sont difficiles depuis un certain temps. Quelle chose, ai-je demandé, soudain méfiante de son évasivité. Elle a jeté un coup d'œil à Sophie, qui a détourné le regard, mal à l'aise. Maman, ai-je insisté. Quelle chose? Des choses financières, a-t-elle finalement admis. Des problèmes d'entreprise. Il a été sous un stress énorme. Le voyage d'anniversaire de ta sœur était censé être un rayon de soleil, une célébration avant. Elle s'est interrompue, mais je pouvais combler les blancs.
Avant quoi? Avant que l'entreprise ne fasse faillite? C'est pour ça qu'il avait si désespérément besoin de mes 1700 euros. Le grand Richard Durand est en difficulté financière? Ma mère a tressailli à mon ton mais n'a pas nié, et dans son silence, j'ai soudain tout vu clairement, une révélation qui s'était cachée à la vue de tous pendant des années. Ce ne sont pas seulement des problèmes financiers, n'est-ce pas, ai-je demandé, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Je sais pour l'autre famille, maman. La couleur a quitté le visage de ma mère. Sophie a eu un hoquet audible, ses yeux allant de l'une à l'autre. De quoi parles-tu? A demandé ma mère, mais sa voix tremblante la trahissait. La deuxième famille de papa à Rouen. L'autre femme, les 2 enfants. Je le sais depuis des années. Un silence absolu a rempli mon appartement. Ma mère était assise, figée, son visage un masque de choc et d'horreur naissante. Sophie semblait tout aussi stupéfaite, mais pour une raison différente, ai-je réalisé. Elle ne savait pas comment, a finalement murmuré ma mère. J'ai trouvé des reçus quand j'aidais à organiser le bureau de papa pendant mes études. Des paiements de loyer pour un appartement à Rouen, des paiements de pension alimentaire, des cadeaux d'anniversaire. Je l'ai suivi une fois, je les ai vus de mes propres yeux. Une femme de ton âge, maman. Un adolescent et une fille qui devaient avoir une dizaine d'années à l'époque. Tu n'as jamais rien dit, a dit ma mère, la voix creuse. Qui avait-il à dire? Vous avez tous les deux clairement indiqué que maintenir les apparences était plus important que tout. J'ai supposé que tu savais et que tu avais choisi de fermer les yeux. Je ne savais pas, a dit Sophie, sa voix soudain petite et enfantine. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Ce n'était pas mon secret à révéler, ai-je répondu doucement. Et honnêtement, est-ce que l'une de vous deux m'aurait cru plutôt que papa? La question est restée en suspens, sans réponse, car nous connaissions toute la vérité. Elle ne l'aurait pas fait. La parole de Richard Durand était l'évangile dans notre famille, son autorité incontestée. Alors vous voyez, ai-je continué. Ce n'est pas moi qui ai gardé des secrets ou endommagé cette famille. Je refuse juste enfin de participer à la dysfonction. Ma mère s'est levée brusquement, ramassant son sac à main avec des mains tremblantes. Nous devrions y aller, a-t-elle dit à Sophie, sans me regarder. Maman, on ne peut pas partir comme ça après ce qu'elle vient de dire, a protesté Sophie, encore sous le choc. Et papa? Et l'autre? L'autre famille? Pas maintenant, a sifflé ma mère. Puis, se tournant vers moi avec un visage vidé de toute couleur, elle a dit, « Je pense que tu as fait assez de dégâts pour aujourd'hui, Amélie. » Je n'ai rien endommagé, ai-je répondu calmement. J'ai juste arrêté de faire semblant. Elles sont parties sans un autre mot. Ma mère traînant presque Sophie qui continuait de se retourner vers moi avec un mélange de confusion, de blessure et quelque chose qui aurait pu être un respect naissant. Alors que la porte se fermait derrière elle, j'ai laissé échapper une longue et lente respiration. La vérité était enfin sortie, du moins en partie. La confrontation ne s'était déroulée en rien comme je l'avais prévu, révélant des fissures dans ma famille que je n'avais pas pleinement comprises, malgré des années de suspicion. J'aurais dû me sentir victorieuse, ayant enfin tenu bon et dit des vérités longtemps enfouies. Au lieu de cela, je ressentais un mélange complexe de libération et de tristesse. Libération des secrets et des faux-semblants. Tristesse pour toutes les années perdues à essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner librement. Mais sous tout cela se trouvait un fondement de certitude. J'avais fait ce qu'il fallait, non seulement pour ma propre dignité, mais peut-être, d'une manière étrange, pour nous tous. La façade soigneusement construite de notre famille s'était enfin fissurée, laissant entrer une lumière douloureuse mais nécessaire. Les jours suivant ma confrontation avec ma mère et ma sœur se sont déroulés dans un silence complet de la part de ma famille. Pas d'appel sur ma ligne de bureau, pas de message par le biais d'amis, rien. C'était comme s'ils avaient collectivement décidé que si je ne jouais pas selon leurs règles, je n'existais tout simplement pas. Ce silence aurait dû me blesser, et à un certain niveau, il l'a fait. 34 ans de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais surtout, je ressentais un sentiment croissant de paix et de clarté sur qui j'étais en dehors de leurs attentes et de leurs manipulations. Au travail, je me suis plongé dans notre nouveau projet client avec une concentration et une énergie renouvelées. Mon équipe a remarqué le changement, commentant mes idées novatrices et mon leadership décisif. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je canalisais toute l'énergie mentale précédemment consommée par le drame familial dans ma carrière. 2 semaines après la confrontation, mon patron m'a appelé dans son bureau.
Je suis entré avec méfiance, me demandant si, d'une manière ou d'une autre, mes problèmes personnels avaient affecté ma performance au travail malgré tous mes efforts. Amélie, a-t-il commencé en me faisant signe de m'asseoir. J'ai examiné le travail que vous avez fait avec le client de vêtements de sport. Les retours ont été exceptionnels. Merci, ai-je dit, me détendant légèrement. L'équipe a vraiment bien travaillé sur ce projet. Oui, mais ils attribuent tout le succès à votre leadership. Il s'est penché en avant, les mains jointes sur son bureau. C'est pourquoi je veux discuter d'une opportunité avec vous. Le poste de directrice de la création exécutive se libère le mois prochain. Janet déménage dans notre bureau de Londres. J'aimerais que vous envisagiez de postuler pour son rôle. J'ai cligné des yeux, surprise. Le poste de directrice de la création exécutive était 2 niveaux au-dessus de mon rôle actuel, un saut qui prendrait normalement des années à réaliser. Êtes-vous sérieux, ai-je demandé avant de pouvoir filtrer ma réponse. Il a ri. Tout à fait sérieux. Votre travail est exceptionnel depuis des années, Amélie, mais ces dernières semaines, vous avez montré un niveau de concentration et de créativité impossible à ignorer. Je pense que vous êtes prête. J'ai quitté son bureau avec un sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cette promotion signifierait plus de responsabilités, certes, mais aussi une augmentation de salaire substantielle. Et la liberté créative que j'avais toujours voulu. C'était comme si l'univers confirmait que j'étais sur la bonne voie. Ce week-end-là, j'ai décidé qu'il était temps pour un autre nouveau départ. Mon appartement actuel, aussi charmant soit-il, contenait des souvenirs d'appels nocturnes de ma famille, de larmes versées pour des anniversaires et des vacances oubliées, de l'anxiété constante en arrière-plan d'attendre la prochaine demande ou déception. J'ai contacté un agent immobilier et j'ai commencé à chercher un nouvel endroit, un endroit qui reflèterait ce nouveau chapitre de ma vie. Mon cercle d'amis, toujours solidaire, a semblé s'élargir et s'approfondir pendant cette période. Sans le fardeau constant des exigences émotionnelles de ma famille, j'ai découvert que j'avais plus d'énergie pour des relations authentiques. J'ai accepté des invitations à dîner que j'aurais pu refuser auparavant, j'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait mensuellement dans un café de quartier chaleureux, et je suis même sorti à quelques rendez-vous, bien qu'aucun n'ait déclenché quelque chose de sérieux. Chloé est restée mon rock, prenant régulièrement de mes nouvelles et célébrant chaque petite victoire dans mon parcours vers l'indépendance. Je suis fier de toi, m'a-t-elle dit lors d'un brunch un dimanche. Je sais que ça n'a pas été facile, mais tu sembles plus légère, d'une certaine manière. Elle avait raison. Malgré la tristesse persistante de l'éloignement familial, je me sentais en effet plus légère, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il ne faisait pas partie de moi. Et environ un mois après la confrontation, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Sophie. J'ai un nouveau téléphone. On peut parler? Juste nous deux. J'ai fixé le message pendant un long moment, pesant mes options. Une partie de moi voulait maintenir la rupture nette que j'avais faite. Une autre partie reconnaissait que, de tous les membres de ma famille, Sophie était peut-être la moins coupable de la dysfonction, ayant été tout autant un pion dans les jeux de nos parents que moi, bien que d'une manière différente. Après mûre réflexion, j'ai répondu « Café à la rue de la République et rue du Bas d'Argent, samedi 10h. Juste nous deux. » Sa réponse est venue immédiatement. J'y serai. Merci. Ce samedi-là, je suis arrivé au café en avance, m'assurant une table tranquille dans un coin où nous pourrions parler en privé. J'ai repéré Sophie dès qu'elle est entrée, à la fois familière et étrangement différente. Elle avait perdu du poids et il y avait une nouvelle tension sur son visage qui n'était pas là avant. « Salut », a-t-elle dit maladroitement, se glissant dans le siège en face de moi après avoir commandé un café au lait. « Salut », ai-je répondu, l'étudiant. « Tu as l'air fatigué. » Elle a eu un rire sans humour. C'est un euphémisme. Le mois dernier a été intense. J'ai attendu, la laissant trouver ses mots sans la presser. Après ce que tu as dit, a-t-elle commencé avec hésitation. À propos de papa et de l'autre famille, je ne pouvais pas simplement l'ignorer. J'ai fait mes propres recherches. Et, ai-je demandé, bien que je sache déjà ce qu'elle avait trouvé. Tu avais raison, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Surtout. L'appartement à Rouen, la femme, les enfants. J'ai trouvé des relevés bancaires, des photos, même un deuxième téléphone. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas nié. Il a dit que ça durait depuis près de 20 ans.
Encore plus longtemps que je ne l'avais suspecté. Comment maman le prend elle, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir vraiment savoir. L'expression de Sophie m'a tout dit avant qu'elle ne parle. Il divorce. Maman l'a mis dehors le jour après que je lui ai montré ce que j'avais trouvé. Il est à l'hôtel maintenant, mais je pense qu'il va probablement déménager à Rouen de façon permanente. J'ai hoché la tête, sans surprise. Et l'entreprise? C'est l'autre chose, a dit Sophie, en roulant ses mains autour de sa tasse de café comme pour chercher de la chaleur. Elle est en difficulté depuis des années. Papa a fait de mauvais investissements, a perdu de gros clients. Il a tout caché, en prenant des prêts, en déplaçant de l'argent. C'est pourquoi il était si paniqué quand tu t'es retiré de ses comptes. Il pensait que tu avais découvert les problèmes financiers et que tu allais d'une manière ou d'une autre le dénoncer. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais coupé les ponts pour me protéger émotionnellement, sans réaliser que mon père avait des secrets bien plus grands à cacher. Le voyage aux Seychelles, ai-je demandé. Sophie semblait sincèrement honteuse. Un dernier barreau d'honneur avant que tout ne s'effondre, je suppose. Il ne pouvait pas se le permettre, pas vraiment. C'est pourquoi il était si désespéré pour ta contribution. Mon anniversaire n'était qu'une excuse. Nous sommes restés assis en silence un moment, absorbant l'ampleur de la tromperie qui avait façonné notre famille pendant des décennies. Je suis désolé, a finalement dit Sophie, levant les yeux vers moi avec des yeux remplis de larmes. Pour tout. Pour ne pas avoir vu à quel point tu étais traité injustement. Pour avoir accepté le favoritisme parce que ça me profitait. Pour les avoir laissés te faire sentir que tu n'étais pas importante. Ces excuses, inattendues et apparemment sincères, m'ont prise au dépourvu. Durant toutes nos années de rivalité fraternelle et d'inégalité, je n'avais jamais imaginé entendre ces mots de sa part. Merci de dire ça, ai-je répondu prudemment. Ça compte beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle poursuivi. À notre enfance, au genre de personne que je veux être. Je ne veux pas être comme eux, Amélie. Je ne veux pas vivre derrière des mensonges et des manipulations. Que vas-tu faire maintenant, ai-je demandé. J'ai quitté mon travail à la galerie, a-t-elle dit avec un petit sourire. Je retourne à l'école, en fait, pour finir mon diplôme en éducation. J'ai toujours voulu être enseignante en primaire, mais papa pensait que ce n'était pas assez prestigieux. Pour la première fois de notre vie d'adulte, j'ai ressenti une véritable connexion avec ma sœur, la voyant non pas comme la préférée de mes parents ou ma rivale, mais comme une autre femme essayant de trouver son chemin authentique. Ça te correspond parfaitement, lui ai-je dit sincèrement. Tu as toujours été doué avec les enfants. Maman vend la maison, a-t-elle continué. Elle déménage en Provence pour vivre près de tante Suzanne. Elle dit qu'elle a besoin d'un changement complet. J'ai hoché la tête, essayant d'imaginer ma mère soucieuse de son statut social abandonnant son cercle social soigneusement cultivé à Paris pour le paysage provençal. Peut-être qu'elle aussi se libérait enfin des faux-semblants. Et nous ? A demandé Sophie timidement. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé. Mais tu es toujours ma sœur, la seule personne qui comprend vraiment ce que c'était de grandir dans cette maison. J'ai considéré sa question sérieusement. Pourrais-je laisser Sophie revenir dans ma vie sans rouvrir de vieilles blessures ? Pourrions-nous construire quelque chose de nouveau, de sincère, sur les cendres de notre famille dysfonctionnelle ? Je pense, ai-je dit lentement, que nous pourrions essayer. Pas de revenir à ce que c'était, parce que ce n'était sain pour aucune de nous deux. Mais peut-être de construire quelque chose de nouveau, basé sur le respect mutuel et l'honnêteté. Le soulagement de Sophie était palpable. J'aimerais beaucoup ça. Alors que nous finissions notre café et nous préparions à nous séparer, elle a hésité, puis a sorti une enveloppe de son sac à main. Maman m'a demandé de te donner ça. Elle ne pensait pas que tu accepterais de la voir. J'ai pris l'enveloppe, reconnaissant l'écriture élégante de ma mère qui éplait mon nom sur le devant. Merci d'être venue aujourd'hui, Sophie, et d'avoir été honnête. C'est la moindre des choses que je pouvais faire, a-t-elle répondu. Littéralement, la toute petite chose. Nous nous sommes quittés avec une étreinte maladroite, pas tout à fait à l'aise, mais sincère dans son intention. J'ai attendu d'être de retour dans mon appartement pour ouvrir la lettre de ma mère. La note manuscrite était brève, mais contenait des mots que je ne m'attendais jamais à lire. Amélie. Tu avais raison sur tout. J'ai passé des semaines à essayer de comprendre comment nous t'avons si complètement manqué, comment je t'ai manqué en tant que mère.
La vérité, c'est que je n'ai aucune excuse. J'ai permis que la préférence de ton père pour Sophie devienne la dynamique déterminante de notre famille. J'ai participé à te faire sentir moins valorisé, moins aimé. Je ne peux pas effacer ces années de blessures, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant et que je suis profondément désolé. Tu méritais mieux. Si jamais tu trouves dans ton cœur la force de me reparler, je serai reconnaissante de cette chance, mais je comprendrai si cette porte est fermée pour toujours. Avec amour et regret, maman. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Je n'étais pas prête à répondre encore, je n'étais pas sûre si je le serais un jour. Mais pour la première fois, j'ai senti que ma mère m'avait vraiment vu, avait reconnu la réalité de notre dynamique familiale sans excuse ni déviation. Quant à mon père, son silence en disait long. Pas de lettres, pas de tentative de contact, même pas par des intermédiaires. Il avait montré ses vraies couleurs lorsqu'il avait été menacé de la perte de contrôle, et ces couleurs n'étaient pas jolies. Certaines relations, j'apprenais, ne valent pas la peine d'être sauvées, quelle que soit la force du lien biologique. Ce soir-là, j'ai regardé autour de mon appartement la vie que je m'étais construite, malgré la négligence émotionnelle de mon enfance. J'ai pensé à la promotion qui m'attendait, au nouvel appartement que je trouverais bientôt, aux amitiés sincères qui me soutenaient. J'ai pensé aux excuses de Sophie, à la lettre de ma mère et au silence révélateur de mon père. La douleur n'avait pas disparu, ne disparaîtrait peut-être jamais complètement, mais à côté d'elle se trouvait maintenant quelque chose de nouveau, un sentiment de possibilité, d'un avenir défini par mes propres choix plutôt que par l'approbation que je n'avais jamais reçue de mon père. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre de devenir qui je voulais être, sans le poids des attentes familiales qui me tiraient vers le bas. Cette liberté, je le découvrais, valait chaque étape douloureuse du voyage. 1 an plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement du centre-ville, ajustant une photographie encadrée sur le mur. La photo me montrait sur une falaise en Corse, les bras étendus, le visage tourné vers le soleil. C'était devenu une sorte de symbole personnel, un rappel du moment où je me suis choisi plutôt que les schémas toxiques de mon passé. Tant de choses avaient changé en 1 an. J'avais accepté le poste de directrice de la création exécutive et j'excellais dans ce rôle, ramenant 3 nouveaux clients majeurs et encadrant de jeunes membres de l'équipe avec une empathie née de mes propres expériences. Mon nouvel appartement, avec ses vues imprenables sur les toits de Lyon et son mobilier soigneusement choisi, me semblait un véritable sanctuaire, non souillé par des souvenirs douloureux ou des obligations. Ma relation avec Sophie avait évolué d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Nous parlions chaque semaine, non par obligation, mais par un intérêt sincère pour la vie de l'autre. Elle avait terminé son premier semestre de retour à l'école avec d'excellentes notes et faisait du bénévolat dans un programme périscolaire pour enfants défavorisés. La personnalité artificielle qu'elle avait adoptée pour plaire à nos parents avait disparu, révélant une femme avec une compassion sincère et une détermination tranquille que je n'avais jamais pleinement appréciée auparavant. J'ai eu une longue conversation avec ma thérapeute à ton sujet hier, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels, sur à quel point les choses auraient pu être différentes si nous avions été des alliés au lieu de concurrentes en grandissant. Nous n'étions pas des concurrentes, lui ai-je rappelé doucement. Nous étions des pièces déplacées sur un échiquier que nous ne contrôlions pas, n'empêche, a-t-elle insisté. J'aurais aimé le voir plus tôt, te défendre d'une manière ou d'une autre. Nous étions des enfants, Sophie. La responsabilité ne nous incombait pas, ma mère et moi étions parvenus à une détente prudente. Après plusieurs mois de réflexion, j'avais finalement répondu à sa lettre par une des miennes, ouvrant la porte à une communication limitée. Nous échangions maintenant des emails occasionnellement, des messages prudents et réfléchis qui évitaient la superficialité de notre relation passée. Elle semblait différente en Provence, plus authentique d'une certaine manière, comme si la distance géographique de son ancienne vie lui avait permis de se défaire des faux-semblants en même temps que de ses biens. Je fais du bénévolat dans un refuge pour femmes, écrivait-elle dans un récent email. Beaucoup de femmes ici étaient financièrement contrôlées par leurs partenaires, quelque chose qui me semble inconfortablement familier, maintenant que je repense à mon mariage. Je pense souvent à toi lorsque je les aide à ouvrir des comptes bancaires indépendants et à créer des CV. Ton courage m'a inspiré plus que tu ne le sais. Mon père restait remarquablement absent de ma vie. Par l'intermédiaire de Sophie, j'ai appris qu'il avait en effet déménagé à Rouen de façon permanente après le divorce, intégrant sa seconde famille dans sa vie quotidienne après des décennies de secrets. Son entreprise s'était finalement effondrée sous le poids des dettes et de la mauvaise gestion, le forçant à vendre sa part à ses associés pour une fraction de sa valeur. L'homme qui avait exigé 1 700 € d'une fille qu'il ne prenait pas la peine d'inviter en vacances travaillait maintenant, selon les dires,
comme consultant pour une firme beaucoup plus petite, son empire et ses illusions de grandeur disparues. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de sa chute, seulement une tristesse lointaine pour un homme qui avait sacrifié des relations authentiques sur l'autel du contrôle et de l'apparence. Le développement le plus inattendu est survenu il y a 3 mois, lorsque j'ai reçu un avis m'informant que ma grand-mère maternelle, une femme que j'avais à peine connue, était décédée et m'avait laissé un héritage substantiel. Elle a toujours admiré ton indépendance, m'a expliqué ma mère lorsque je l'ai appelée, confuse. Elle ne disait pas grand-chose, ce n'était pas son genre, mais elle gardait chaque article sur tes récompenses en marketing, chaque carte de Noël que tu envoyais. Je pense qu'elle se voyait en toi. L'héritage n'a pas changé ma vie, mais il était suffisamment important pour me donner des options que je n'avais pas auparavant. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'en utiliser une partie pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants en marketing qui manquaient de soutien financier familial. La bourse de l'esprit indépendant Amélie Durand serait décernée chaque année à un étudiant prometteur qui faisait preuve de résilience et de créativité face à des défis personnels. Le reste, je l'ai investi pour mon avenir, un avenir qui me semblait maintenant grand ouvert de possibilités plutôt que contraint par l'obligation ou le besoin désespéré d'approbation. À Noël dernier, au lieu de faire le voyage obligatoire à Paris ou de m'asseoir seul avec un plat à emporter, j'ai organisé un dîner dans mon nouvel appartement. Autour de ma table étaient assis Chloé et son petit ami, 2 collègues de travail, ma voisine du dessous Madame Pelletier, et, plus surprenant encore, Sophie, qui avait pris l'avion de Paris spécialement pour l'occasion. Alors que nous passions les plats et partagions des histoires, j'ai regardé ces personnes qui avaient choisi d'être dans ma vie et que j'avais choisi en retour. C'était là, ai-je réalisé, le vrai sens de la famille, non pas l'accident de l'ADN partagé, mais le choix délibéré de se présenter les uns pour les autres avec honnêteté et soin. J'aimerais porter un toast, a dit Sophie en levant son verre. À ma sœur, qui a eu le courage de briser le cycle, qui m'a appris que le véritable amour ne vient pas avec des étiquettes de prix ou des conditions, qui m'a montré à quoi ressemble vraiment la force. Alors que les verres s'entrechoquaient et que des sourires chaleureux étaient échangés, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec l'approbation de mes parents et tout à voir avec le fait d'honorer enfin ma propre valeur. Le prix d'entrée dans ma vie n'était plus la conformité désespérée ou la contribution financière, mais le simple respect et l'authenticité. Ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient pas payer ce prix n'avaient plus accès à mon temps, mon énergie ou mon cœur. Et dans cette limite, j'avais trouvé la liberté. En repensant à cet appel téléphonique fatidique, lorsque mon père a exigé 1700 € pour un voyage auquel je n'étais pas invité, je le reconnais maintenant comme le cadeau qu'il était vraiment. Pas le cadeau qu'il avait l'intention d'offrir, certes, mais un cadeau néanmoins. C'était la dernière poussée dont j'avais besoin pour me libérer des schémas qui m'avaient emprisonné pendant des décennies, pour découvrir qui j'étais vraiment en dehors du rôle étroit qui m'avait été assigné dans le drame de ma famille. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes, et finalement pour les autres, est de nous éloigner des relations qui diminuent plutôt qu'elles n'améliorent notre humanité. Parfois, la guérison ne peut commencer que lorsque nous arrêtons d'essayer de réparer ce qui était brisé bien avant que nous ayons le pouvoir de le réparer. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents. Peut-être qu'un jour mon père reconnaîtra le mal que ses actions ont causé et cherchera une véritable réconciliation. Peut-être que l'évolution de ma mère se poursuivra, nous permettant de construire quelque chose de nouveau sur les cendres du passé. Peut-être que Sophie et moi nous rapprocherons encore plus, créant le lien fraternel de soutien qui nous a été refusé en tant qu'enfants. Ou peut-être pas. Et ce n'est pas grave non plus, car la relation la plus importante que j'ai guérie est celle avec moi-même. Je ne mesure plus ma valeur à la capacité des autres à la voir. Je ne sacrifie plus ma dignité sur l'autel de l'appartenance. Je n'accepte plus les miettes d'attention de ceux qui ne veulent pas offrir une place complète à la table. Je suis entière. Je suis suffisante. Et cette connaissance, durement acquise par la douleur, la perte et des choix difficiles, vaut plus que toute l'approbation que j'ai jamais cherchée auprès de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas la donner.